Le 14 juin prochain aura lieu l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats. C'est ainsi qu'elle est nommée. Une Assemblée générale, c'est une Assemblée générale. Mais dans cette Assemblée générale, il y aura également l'élection du prochain bâtonnier de Toulon. Et vice-bâtonnier également, c'est une première. D'ailleurs, avec nos invités, nous allons en discuter et nous allons comprendre ce qu'est effectivement l'ordre des avocats et surtout le rôle de bâtonnier. Avec Maître Julie Archip, bonjour. Et avec également Maître Olivier Avramo. Bonjour. Alors j'aurais dû respecter la hiérarchie. Le bâtonnier, ça sera Maître Avramo. Si les suffrages viennent à nous. Bien sûr, en tout cas vous êtes nos invités, on va parler de vous. Et vice-bâtonnier, donc ce sera effectivement, si élection il y a, pour vous en tout cas, Maître Julie Archip. Alors pour l'instant il n'y a qu'une liste, à votre connaissance, c'est bien ça? Exact. C'est bien ça. Et donc vous vous êtes présenté, votre candidature donc est actée. Si votre candidature reste unique, vous serez donc de fait élu. Oui, c'est un petit peu dommage. Cela fait plusieurs élections qu'il y a une sorte de crise des vocations et que la charge ordinale appelle peu de confrères qui ont des difficultés à gérer leur cabinet, qui ont des vies personnelles et peu d'entre nous consacrent un peu de leur temps à la chose générale, à l'ordre des avocats. Et nous, avec Julie, nous sommes très attachés à l'ordre des avocats. Nous avons déjà investi de notre temps, tant à la caisse de règlement des avocats qu'à l'ordre des avocats où nous sommes membres du Conseil de l'ordre. Et nous briguons la fonction suprême, le plus beau des mandats, comme disait Clémenceau. Voilà, vous présentez donc à ce poste, puisqu'il s'agit d'une fonction, d'un poste, bien évidemment. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une première à Toulon. En quoi est-ce une première? Vous allez nous l'expliquer? À Toulon, en tout cas. Alors, en réalité, la loi ni n'interdit ni n'impose les modalités de présentation en fait, à ces élections-là. Ça fait quelque temps que certains autres barreaux, y compris des barreaux limitrophes au nôtre, notamment Marseille, Bouches-du-Rhône, contrôle d'Olivier, voilà, ont investi les fonctions à deux au regard de la lourdeur de la charge quand même, puisque comme le disait Olivier, c'est du temps que l'on passe au service de l'ordre. On va rappeler combien d'avocats au barreau de Toulon? 517 avocats inscrits au tableau et 80 honoraires environ. C'est au barreau de Toulon? Au barreau de Toulon, oui. Uniquement Toulon. Ça se situe comment? C'est beaucoup? C'est normal? C'est pas assez? C'est une statistique qui est assez conforme aux règles, mais c'est un gros barreau, Toulon, puisqu'on fait partie de la conférence des 100, c'est-à-dire des 20 plus grands barreaux de France. Donc vous aurez justement à gérer en fait ce barreau et surtout les conflits, c'est ça? Alors je parle de conflits, on parle toujours de conflits, mais il y a d'autres choses très intéressantes et qui ne sont pas forcément conflictuelles. En partie parce qu'au premier chef, c'est quand même l'organe qui représente l'ordre. L'ordre, c'est une structure juridique qui a des fonctions en tant que telle, et notamment de représentation de la profession et de défense aussi des intérêts de la profession. Donc c'est vraiment l'organe qui la représente. Et ensuite, effectivement, le bâtonnier a des fonctions au sein de cet ordre pour arbitrer alors certains conflits, effectivement, qui peuvent avoir lieu soit entre avocats entre eux, de leur barreau, mais également avec des confrères de barreau extérieurs. Et dans ces cas-là, le bâtonnier fait un petit peu la courroie de transmission avec son homologue du barreau concerné. Et il peut également y avoir une intervention, effectivement, en cas de conflit entre les avocats et leurs clients. Et avec les magistrats également, il peut y avoir des conflits entre avocats et magistrats. Oui. Et quels sont les types de conflits que vous rencontrez, si on peut citer 2 exemples? Alors je dirais qu'entre... S'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple. Dans les rapports avec les clients, pour l'essentiel, on est sur de la problématique qui va tenir soit au contentieux de l'honoraire, soit au contentieux de la diligence, on va dire, voilà, lorsque les clients estiment que l'avocat a pas ou mal fait son travail, avec une perception toute personnelle de non professionnel, mais que parfois il faut effectivement éclairer. Et dans les rapports entre magistrats, les difficultés qui peuvent se poser, parce qu'en amont de ces difficultés, quand même, l'ordre travaille beaucoup avec les juridictions, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas que dans le conflit, au contraire, pour le prévenir, il y a véritablement un travail en amont. Mais lorsque le conflit se présente, il peut tenir, alors soit pour l'essentiel, sous le contrôle d'Olivier, je pense à des demandes de renvoi qui sont refusées dans des dossiers notamment pénaux, où il peut y avoir des implications parfois un peu médiatiques aussi, et où la juridiction va refuser le renvoi. Et puis, oui,
vois autre chose, Olivier? Oui, en complément de ce que vient de vous dire Julie, qui est parfaitement exact, il y a de nouveaux conflits qui ne cessent de croître. C'est le client adversaire qui reproche à l'avocat de son adversaire d'avoir en quelque sorte fait son travail de façon trop efficace. Alors effectivement, c'est pas parce que on l'a vu récemment, notamment en politique, où il était reproché la défense qu'avaient adopté certains avocats. C'est exact. Mais on ne va pas rentrer en politique, bien évidemment. Mais dans ce dossier qui a été très médiatisé, qui pose de véritables questions déontologiques et une question morale. On a le droit de se défendre. De plus en plus de justiciables n'acceptent pas que l'avocat adverse utilise certains moyens. Alors, soit ce sont des moyens illégaux, et là, effectivement, ça tombe sous le coup de la déontologie, bien évidemment, soit ce sont des moyens légaux, mais pour autant, les justiciables ne font peut-être pas la différence. Ils n'acceptent pas que l'avocat adverse ait été peut-être trop incisif ou trop compétent. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique ce comportement ? Je pense que c'est une dérive de la société dans laquelle on accepte de moins en moins la règle quand la règle est contraignante pour soi. Hein. C'est un petit peu de l'égocentrisme posé dans le conflit qui peut avoir des enjeux importants sur le plan moral ou affectif, ce qui se comprend. Mais l'avocat adverse a une plénitude de choix de sa stratégie, et vous avez de plus en plus de réclamations de justiciables qui critiquent la stratégie que l'avocat adverse a utilisée. Alors, donc le client de l'avocat adverse fait réclamation, porte réclamation. Tout à fait. Oui. Que dit l'avocat adverse, justement? Lui, il est dans un rôle de conseil. Il sait si, dans des cas de figure comme ça, si ça va porter ses fruits ou pas. Et ces réclamations portent-elles ses fruits, d'ailleurs? Ou leurs fruits? Généralement, cela est classé sans suite, parce que, comme je vous le disais, où il y a une infraction déontologique qui a été commise, un manquement à la délicatesse, la production d'arguments ou d'éléments qui sont falsifiés, et auquel cas ça tombe sous le coup de la loi pénale et du code de déontologie des avocats, où il a tout simplement fait correctement son travail, peut-être de façon trop efficace, et ça ne peut pas prospérer. Mais on assiste statistiquement à une augmentation de ce type de réclamation. Aujourd'hui, les avocats, quelle est leur situation? Quelles sont les problématiques d'un avocat? Alors au niveau de la situation du barreau, on a un barreau jeune quand même, puisqu'on a beaucoup de membres du jeune barreau. On a un barreau qui se féminise aussi, donc sans enfourcher aucun cheval de bataille que ce soit, il va de soi qu'il peut y avoir des problématiques, ou en tout cas des sujets qui peuvent être différents. Je crois qu'on se heurte... on se heurte volontairement à une évolution sociétale aussi qui va dans le fait qu'aujourd'hui, lorsque le jeune avocat est diplômé, il peut il peut s'installer immédiatement et librement en vissant sa plaque, alors qu'auparavant, très auparavant, il y avait un stage obligatoire, et lorsque ce stage a été supprimé, il y avait une pratique qui conduisait, c'était le cas pour la quasi-totalité de ma promotion, par exemple, il y a une quinzaine d'années, à venir faire ses classes un petit peu dans un cabinet en qualité de collaborateur. Aujourd'hui, il y a moins de jeunes avocats qui intègrent des cabinets en qualité de collaborateurs. Donc, on a une petite crise quand même du recrutement au sein des cabinets en matière de collaboration, ce qui peut compliquer la tâche des cabinets de structure moyenne. Je veux dire, Toulon, c'est des cabinets, lorsqu'on a plus de 10 avocats, on est déjà sur des grosses structures, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a des difficultés organisationnelles, je trouve, avec une multiplication des audiences, par exemple. Ça semble peut-être... rigolo dit comme ça, mais à des horaires identiques, vous n'avez pas le don d'ubiquité. Donc l'ordre, là aussi, a des fonctions qui ont été saisies depuis quelques années déjà d'organisation de services à destination des confrères, par exemple, pour pouvoir faciliter la tâche la gestion de ce type de tâches. On a beaucoup parlé, bien évidemment, des professionnels, de cette élection et des professionnels. L'individu lambda peut faire appel au bâtonnier, peut saisir le bâtonnier? Parfaitement. Dans quel cas? Dans tous les cas où il estime qu'il a une réclamation fondée sur des règles déontologiques. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à son avocat? Par rapport à la procédure? Par rapport aux magistrats? Alors, les magistrats ne relèvent pas de l'ordre des avocats. En général, les justiciables reprochent à leur avocat ou à leur avocat adverse d'avoir manqué à ses obligations. Et dans ce cas-là, ces réclamations sont traitées par le bâtonnier en ce qu'elles
peuvent constituer une faute ordinale. Dans ce cas-là, le bâtonnier a plusieurs options. Il peut ordonner une enquête déontologique, il peut saisir le conseil régional de discipline, il peut aussi, dans certains cas, et c'est une nouveauté en matière disciplinaire, tenter une conciliation, une médiation avec les parties en présence pour essayer d'avoir un traitement rapide de la problématique et ne pas être sujet aux attentes des audiences du conseil régional de discipline qui se réunit un samedi par mois à Aix-en-Provence avec des délais d'audiencement qui sont relativement longs par rapport certaines fois à une acuité de situation qui nécessite une réaction immédiate. Sur un plan plus individuel, vos spécialités, maître Archip et maître Avramo? Alors on n'a pas véritablement de spécialité puisque ça c'est déontologiquement il faut avoir passé une mention de spécialisation. À ma connaissance nous n'en avons pas. Nous avons des cabinets qui sont orientés plutôt vers le droit de l'entreprise l'un comme l'autre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons une certaine convergence de vues et le binôme s'est constitué assez naturellement parce que nous avons une approche très très similaire des problématiques et c'est par ce biais-là aussi que nous avons pu lier connaissance puis amitié avec Julie pour envisager de partager cette fonction avec, pour moi, et je pense pour Julie qui vous le confirmera, la certitude que cela ne nous divisera pas et que nous pourrons traiter conjointement ou alternativement, selon ce que nos emplois du temps, nos agendas commanderont, les problématiques de l'ordre. Et maître Archip acquiesce. Donc, oui. Parfait. Donc, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs avec vous deux, justement des entreprises, puisque c'est on va dire, vous êtes plus orienté dans ce domaine. C'est le 14 juin, donc l'Assemblée Générale de l'Ordre des Avocats qui va élire son bâtonnier et son vice-bâtonnier, hein, donc une première à Toulon, et ce sera peut-être vous s'il n'y a pas d'autres candidats en lice. Merci. Exactement. Merci. En tout cas, ce que nous souhaitons. Merci beaucoup.